je dois t'introduire Télémac. C'est un peu compliqué parce que je suis le dernier venu dans ce séminaire et je dois introduire le premier venu. On accueille ce soir Télémac Masson, que je pense tout le monde connaît très bien, étant donné qu'en plus on est en petit comité, qui va nous parler j'allais dire de la question qui lui tient à cœur, enfin, d'une question qui lui tient à cœur depuis assez longtemps, puisque c'est un sujet sur lequel il va nous en parler. Il est impliqué personnellement à la fois au sein du mouvement français pour un revenu de base et puis au sein du bien, qui est celui de comment définir cette chose qui, avant d'avoir une définition, a au moins un nom, puisque la présentation est intitulée Vers une réponse à la question qu'est-ce qu'un revenu de base inconditionnel? Donc, au moins, la question de savoir comment est-ce qu'on nomme cette chose est déjà tranchée. C'est donc un revenu de base inconditionnel. Et donc, on va écouter Télémac qui va nous présenter à la fois sa réponse à la question, la manière dont il y répond, et surtout, si j'ai bien compris, comment est-ce qu'il est venu à cette question-là. Voilà, je laisse la parole. Merci beaucoup Marc-Antoine. Et effectivement, c'est le programme. Alors, comme on est en plus en petit comité, j'ai d'autant moins de scrupules à vous le dire. J'espérais beaucoup avoir écrit mon papier avant cette présentation. Mais il m'est arrivé un certain nombre de coups durs ces temps-ci qui fait que non. Et donc ce que je vais commencer, je pense que pour assurer les choses, je vais commencer effectivement par davantage vous parler de moi aussi et de comment je suis arrivé à ces questions. Et étant donné que ce travail en fait est l'aboutissement d'une dizaine d'années de militantisme aussi, ça va aussi servir d'introduction à cette présentation. Alors après, par contre, je compte un peu sur toi, Marc-Antoine, pour me prévenir de mes tendances mégalo et pour je vais m'arrêter au bout de 15 minutes si je n'ai pas encore lancé ou tenté de lancer les slides. Donc, comment… 15 minutes de bio et puis ensuite je coupe. Voilà, c'est ça, bio-introduction. Donc pour peut-être que la meilleure introduction, la meilleure façon dont je puisse me présenter, c'est de vous dire que je suis un gauchiste depuis longtemps. Voilà. J'ai commencé à militer. Mon premier acte de militantisme, c'était à la Fédération anarchiste pour coller des affiches antifascistes en se faisant poursuivre par des skinheads. C'est un souvenir qui m'a beaucoup marqué. Et ensuite, c'est par un concours de circonstances que je me suis retrouvé de personnel que je me suis retrouvé à militer, notamment au sein des jeunes écolos et ensuite des jeunes verts britanniques, belges et européens. Et en fait, notamment au sein de la Fédération des jeunes verts européens, qui est une organisation qui regroupe, qui organise en fait des formations pour des personnes qui sont dans des groupes de jeunes verts en Europe de l'Ouest et en Europe de l'Est, dans des associations des jeunes engagés dans les associations de lutte pour les libertés individuelles et des luttes environnementales. Et en fait, tout ça commence. Donc ma première rencontre avec la question du revenu inconditionnel, ça a été en préparant Sciences Po en terminale, mais ensuite j'ai vraiment mon engagement a vraiment commencé en fait avec une présentation de Baptiste Minondo aux Journées d'été de ELV de 2011, et en voyant ensuite à cette occasion le film, le documentaire suisse Un revenu de base, une impulsion culturelle, qui préparait l'initiative citoyenne européenne, l'initiative citoyenne suisse sur cette question. Je pensais partager le lien, mais je pense qu'ici tout le monde le connaît déjà, donc c'est pas la peine que je vous envoie le lien dans le chat. De là, en fait, j'ai rejoint le mouvement Utopia, qui était un mouvement transparti à gauche qui publiait les bouquins de Minondo et qui se revendiquait fortement de l'héritage d'André Gorz, comme Baptiste lui-même. Et j'ai commencé à étudier le sujet à fond et à en parler autour de moi. Et donc, ça va faire 10 ans cet été. Et en fait, dès l'été suivant, tout ça, il y avait l'Assemblée générale du réseau mondial, du Basic Income Earth Network, qui se tenait à Munich. Donc, je m'y suis rendu. Ça faisait déjà 1 an que je travaillais et je militais sur cette question. J'ai adoré cet événement-là. Et ensuite, je n'en ai pas manqué un seul. Donc, depuis 2012, donc il y en a eu 6. Le 7e sera cet été
en ligne depuis Glasgow. Et je vous invite, en plus, toutes les personnes qui sont ici, ce serait vraiment, je pense, très intéressant que toutes les personnes qui sont présentes actuellement dans cette conversation y présentent un papier. Donc, sur le chemin de ce congrès, j'avais rencontré effectivement Stanislas Jordan et Jean-Éric Affil. Stanislas Jordan qui avait déjà créé le site revenudebase.info. Et donc, à partir de là, en fait, à partir de ce congrès-là et de ces rencontres-là, je me suis beaucoup impliqué. Et puis, à travers, en instrumentalisant un peu aussi mes engagements écolos et puis autres militants, sur une initiative citoyenne européenne de 2012-2013. En fait, il y a une pétition, un mécanisme de pétition au niveau européen. Et en fait, par ailleurs, en plus, je pense que c'est pas inutile de le dire quand même si ça paraît un peu loin là au début. Ce mécanisme avait été lancé par c'était un mécanisme qui était tout neuf à l'époque, et qui avait été lancé par un député écolo allemand, qui s'appelle européen, qui s'appelle Gerald Hafner, et qui en fait avait été devenu député écolo, eurodéputé presque par surprise, parce que c'était un peu un dernier de liste qui n'était pas censé être élu, mais les Verts avaient eu un gros succès électoral. Et lui, en fait, il venait plus du monde militant, de la société civique, et notamment de mouvements qui essayaient d'introduire des formes de dispositifs de démocratie plus directe, et qui avait notamment réussi depuis les années 70 à modifier la constitution de chacun des États d'Allemagne pour y introduire ou bien une forme de référendum d'initiative citoyenne, ou de référendum abrogatif d'initiative citoyenne, ou de mécanisme de pétition comme celui de l'initiative citoyenne européenne. Moi, je signale par ailleurs, mais bon, je pense que j'avais prévu des liens du coup, à partager généralement, mais qu'il y a une nouvelle initiative citoyenne qui a été lancée récemment, et qui est loin du compte de signature, mais qui a jusqu'au 22 mars 2022, je crois, pour les réunir. Et donc, en fait, si tout ça, pour relier tout ça, ce parcours personnel à la présentation d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, cette initiative du coup de 2013 a échoué. Nous n'avons pas réussi à recueillir le million de signatures nécessaires en 12 mois. Mais, enfin, elle a échoué formellement, mais en fait, là où elle a réussi, c'est à créer en fait un maillage militant au niveau européen sur la question du revenu inconditionnel, qui est en fait venu redoubler le maillage existant, qui était un maillage plus du bien, qui était un maillage plus de chercheurs. Et donc, en fait, c'est là que j'ai beaucoup été investi dans dans la formation de ce maillage. J'ai suivi ça de près. Et donc, ça a consisté notamment à participer à la création du Mouvement français pour un revenu de base, et à la création donc en 2012 et à la création en 2013 d'une autre organisation au niveau européen qui s'appelle Unconditional Basic Income Europe, donc UBI. Et où en fait à chacune de ces étapes, il y a eu donc de ces créations d'organisation, il y a eu un débat très intense sur la question de la définition de ce pourquoi on militait, c'était donc sur l'objet de nos luttes. Et donc ces débats ensuite ont continué à l'Assemblée générale du bien de 2014. Donc ça se passe à l'origine, elles étaient toutes les 2 ans jusqu'en 2016. Et elles ont conduit en fait en 2014 au lancement d'une démarche militante en fait qui a abouti à la modification de la définition reconnue par le bien à l'Assemblée générale de 2016. Et donc une modification dans laquelle j'ai été très impliqué, notamment parce que déjà j'avais tout ce passif-là de débat sur cette question, je suivais ça de près, et parce que, en fait, pour tout vous dire, j'ai même écrit le dernier brouillon de la définition qui a été adoptée, donc qui a été encore un peu amélioré par d'autres personnes ensuite, et d'ailleurs, de toute façon, ce brouillon-là a été un travail de synthèse, mais c'est quand même vous dire que c'est quelque chose dans lequel j'ai été très investi et qui me tient beaucoup à cœur. Et d'autant plus qu'en fait, aujourd'hui, de nombreuses militantes à travers le monde sont insatisfaites des changements apportés en 2016. Et en fait, j'en fais partie. Voilà. Donc, ce travail, parce que Marc-Antoine me demandait avant qu'on commence l'enregistrement quel était l'enjeu de ce travail.
Et en fait, l'enjeu de ce travail pour moi, c'est aussi de corriger ou peut-être pas de corriger une faute, mais de rectifier le tir par rapport aux changements qui ont été faits en 2016, qui me semblent bons, mais qui me semblent devoir être complétés. Voilà. Donc, je peux simplement vous dire que voilà, au prochain congrès du bien, il y aura il y aura au moins 3 événements qui seront donc en ligne en août, en ligne depuis Glasgow en août. Il y aura au moins 3 événements sur cette question de la définition, sur le débat dont je vais vous présenter maintenant, que je vais vous présenter maintenant. Et il est très probable, enfin, disons, l'enjeu serait sans doute d'arriver à une modification nouvelle d'ici le congrès suivant, qui serait donc dans un an et demi. À ces éléments-là, je pense que l'autre bout de contexte personnel qui me semble important à ajouter pour comprendre la cyberimplémentation, c'est qu'en fait, donc, comme le disait Marc Antoine, j'ai participé à la création du MFRB et de UI Europe, mais en fait, j'ai toujours été un peu mal à l'aise par rapport à la façon dont s'est construit le MFRB. En fait, le MFRB s'est construit sur un modèle proche, à mes yeux, proche d'un parti politique un peu classique, avec des groupes locaux indépendants et autonomes, ses propres outils informatiques, ses propres procédures internes, qui demandaient un assez gros investissement de temps et d'énergie pour comprendre leur fonctionnement. Et donc, pour moi qui ai essayé de mener de front une recherche universitaire et par ailleurs qui cumulait d'autres engagements, tout cela était assez compliqué. Et par ailleurs, il me semblait, d'un point de vue plus fondamental, plus essentiel, que le revenu de base, en fait, n'est pas en soi une politique. Et que du coup, la forme parti politique n'était pas la plus adaptée. De toute façon, c'est une forme avec laquelle je n'ai jamais été très à l'aise. J'ai été avec les jeunes écolos, mais pas, j'ai jamais adhéré à ELV. Enfin, donc, c'est des choses, mais elle me semblait encore moins adaptée là, et notamment parce que pour moi, l'enjeu qu'il y avait, c'était de faire du MFRB un endroit où pourraient se rencontrer des gens issus et impliqués dans d'autres organisations et de leur donner des outils de faire remonter la question du revenu de base inconditionnel en interne avec la forme, disons, des propositions spécifiques formées par les organisations d'où elles émergeaient et non d'envisager le revenu de base inconditionnel de façon séparée, indépendante. Mais après, j'ai pris acte du développement du MFRB, qui a d'ailleurs obtenu des résultats impressionnants. Mais dès le départ, j'ai toujours eu, à la fois en étant au MFRB, en m'y étant investi plus au départ, j'ai toujours aussi essayé d'aller. Je me suis beaucoup investi, engagé auprès d'autres organisations qui militaient pour des formes de garantie de revenus, plus ou moins conditionnelles, en général plutôt inconditionnelles, mais plus ou moins conditionnelles, et contre aussi l'exclusion et la pauvreté, donc en étant engagé notamment auprès d'Atelier Carmonde, avec qui je suis encore assez actif, et aussi avec différentes organisations de chômeurs et précaires, donc comme la coordination des intermittents et précaires, Agir ensemble contre le chômage, le mouvement national des chômeurs et précaires, et l'association pour l'entraide et la solidarité. Et alors là, j'avais quand même 2 choses que je peux vous partager parce que c'est pas même en petit comité, parce que c'est. Alors si j'arrive à trouver le chat, oui. C'est des choses qui sont assez peu connues. Donc, je vous partage là une conférence que j'avais réussi à organiser qui présentait ces organisations et l'histoire de leur lutte pour une garantie de revenus, pour des formes de garantie de revenus, avec Mathieu Grégoire notamment, et par ailleurs un film qui avait été produit par la CIP, comme ça m'intéresse. Donc, peut-être au départ, voilà, vous allez voir que ça va revenir dans le pourquoi de cette mise à nu va ressortir dans le reste de la présentation. On peut dire qu'au départ, voilà, pour finir cette bio-introduction, j'avais mon problème de départ, c'était une dissonance entre le débat au sein des militants pour un revenu inconditionnel et au sein des militantes pour des formes de protection sociale
émancipatrice, en dehors du cercle restreint des partisanes d'une revenu inconditionnel. Voilà, donc là, à partir de là, je peux vous partager mon écran, si j'y arrive. Voilà, est-ce que vous voyez, alors si j'arrive, alors, je ne vous vois plus par contre, mais j'imagine que est-ce que vous voyez On voit ton écran et on te voit. donc vous voyez écrit vers une réponse à la question qu'est-ce qu'un revenu de base inconditionnel? Oui. Très bien, merci. Pardon. Et là, vous voyez bien le plan qui s'est affiché. Je redemande parce que j'ai la dernière fois que j'ai fait une présentation comme ça, la CIP, les slides n'ont pas changé. C'était un peu... Oui, c'est bon en tout cas, ça défile. Ah, super. Alors, donc effectivement, voilà, ça c'est mon sujet. Donc, le titre que je vous avais envoyé sur qu'est-ce qu'un revenu de base inconditionnel. Et effectivement, la question, voilà, pour garder le style, le pastiche kantien, c'était un commentaire sur cette phrase « il y a revenu de base, il y a revenu de base ». Donc, je vais commencer par revenir, qui en fait dont Marc-Antoine, dans son introduction, a très bien dit qu'au moins dans cette présentation, on va être clair sur le terme utilisé. Il n'y aura pas de problème de dénomination, mais en fait, c'est pour ça qu'a été choisi ce terme. Donc, c'est sur quoi je vais revenir d'abord. Et puis ensuite, effectivement, je vais vous proposer, donc, voilà, après un état des lieux de ces débats autour de la question de la définition, je vais vous proposer une réponse possible et puis la façon dont je pense que ça peut nous aider, nous permettre d'aller plus loin que la phrase « il y a revenu de base, il y a revenu de base ». Je vais aller un peu plus vite. Donc en fait, le point de départ, c'est cette notion de revenu de base, il faut bien voir qu'en fait, elle a été choisie déjà dans le cadre d'un colloque international qui réunissait des gens donc, qui travaillaient dans différentes disciplines et qui venaient d'horizons différents, et en fait, qui appelaient les propositions à laquelle ils étaient arrivés de façon différente, qui les justifiaient de manière différente et qui proposaient des formes de mise en œuvre, de financement, d'agencement, qui étaient très différentes. En fait, la notion même de revenu de base, elle a été choisie pour permettre, de basic income, elle a été choisie pour permettre d'avoir une discussion commune indépendamment donc en faisant abstraction de ces divergences, de trouver un point de rencontre. Donc en 86, alors je ne sais pas à quel point je passe vite ou pas sur ces slides, mais donc en 86, voilà, avec la création du bien, a été posée une définition qui en fait est donc rarement... on envisage souvent ce rassemblement de 86 sous l'angle militant ou politique, mais rarement au point de vue conceptuel, on se rend compte de l'importance qui a été de poser cette définition et du fait qu'avant elle, il n'était pas possible de faire l'histoire et donc de dire, par exemple, que la première proposition de revenu inconditionnel date de 1797, voilà, du texte de Thomas Paine, et qu'avant ça, on n'avait pas eu on n'a pas trace de propositions qui réunissent qui correspondent à ces trois critères en fait, posés en 86. Je passe sur les détails des slides sur lesquels on pourra revenir après, ensuite dans la discussion, si vous voulez. Donc, il y a, en 86, la définition qui est posée consiste en trois critères. Donc, un revenu qui soit strictement individuel, sans contrôle de ressources et sans contrepartie d'activité. Alors, comme vous avez vu, donc, on comprend bien la différence entre cette proposition et les minima sociaux conditionnels qui existaient déjà en le contrastant par exemple au minima social qu'on connaît aujourd'hui en France. Donc, quand deux personnes au RSA se déclarent en couple, elles perdent un quart de leur revenu, parce que l'allocation n'est pas individuelle. Par ailleurs, les personnes au RSA sont soumises à des contrats d'engagement réciproque et il y a 250 000 personnes par an qui se voient réduire leur RSA entre 50 et 80%
sans fraude avérée, mais uniquement parce qu'elles ne sont pas présentées à un rendez-vous ou elles n'ont pas accepté ou à un travail bénévole auquel elles s'étaient engagées d'aller ou à une formation qu'elles s'étaient engagées de suivre. Et universel, alors ça, je pense que c'est un point qui mérite de s'y arrêter un instant, sur lequel on pourra peut-être revenir dans la conversation aussi, dans la discussion, qui est qu'en fait, la notion d'universalité, donc la notion d'inconditionnalité n'est pas présente dans la définition de 86, en fait, et dans la lettre qu'envoie Philippe Van Parijs aux participants après le colloque, qui contient une première définition. Et au congrès suivant de 88, dans les statuts qui sont actés, la définition est légèrement différente, donc c'était le courrier là, avec donc 3 légères différences qui sont que le revenu n'est plus dit minimum garanti, donc sans doute toujours garanti, mais il y a cette notion de minimum saute. Le terme d'inconditionnalité fait son apparition. Et en fait, c'est quelque chose d'intéressant de voir que donc, le terme d'inconditionnalité fait son apparition, mais pas celui d'universalité, alors que Philippe Van Parijs, lui, utilisait déjà à l'époque la notion d'allocation universelle qu'il avait forgée sur celle de suffrage universel. En fait, l'un des enjeux qui compte, mais peut-être sur lequel je vais passer un peu, donc je m'y attarde là au départ, c'est de comprendre cette notion d'universalité appliquée aux politiques sociales, aux politiques publiques, qui est qu'en fait, l'universalité, mais même au-delà, en fait, l'universalité s'arrête toujours aux limites de l'univers. Et donc, en fait, quand on a une politique qui est dite universelle, elle doit toujours commencer par définir son univers d'application. Et donc, typiquement, pour le suffrage universel, qui a servi de modèle à la notion d'allocation universelle, il a d'abord été limité aux hommes citoyens de plus de 21 ans. Et ensuite, il s'est étendu de différentes manières, parce que le propre d'un univers, c'est aussi d'être limité, mais aussi d'être en expansion permanente. Et donc, encore une fois, la question des droits de vote m'incarne très bien, puisqu'on voit donc, le suffrage universel a presque partout commencé par être établi sur une certaine universalité qui a eu tendance à s'étendre, et notamment du fait même qu'elle ait été appelée universalité. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on a une question d'universalité, elle importe avec elle des questions de définition de ses frontières, pour lesquelles voilà, il faut toujours forger des réponses et qui sont toujours en discussion, mais qui ne remettent pas en cause ce caractère d'universalité. Ce qui nous emmène du coup voilà, au moment où cette notion d'universalité apparaît, qui est dans le changement de la définition qui a été opéré en 2016. Donc, vous avez le texte sous les yeux. En fait, je suis un peu embêté parce que j'ai fait des slides différentes pour les textes et pour les commentaires, alors que j'aurais préféré vous les laisser plus longtemps, mais enfin, vous l'avez sous les yeux. Je vais directement aux commentaires pour aller un peu plus vite. En clair, donc les différences principales, c'est que, donc, comme vous les voyez, déjà, elle est plus longue, et notamment si elle est plus longue, c'est parce que il y a en fait 2 très légères modifications qui ont été ajoutées à la définition qui tient en une phrase, mais une forme d'explication de celle-ci qui la suit, à travers donc des critères, et donc notamment ce critère d'universalité qui apparaît dans la description, mais toujours pas dans la phrase centrale, puisqu'il serait soumis, enfin, il se prêterait peut-être à trop d'incompréhension. Mais surtout les deux, donc, à part l'apparition de cette manière de la notion d'universalité, les 2 changements substantiels, c'est la mention d'une notion de périodicité, donc, qui visait à distinguer les propositions de revenus de base inconditionnelle, les propositions de dotation de base inconditionnelle ou de capital de base, c'est-à-dire les propositions d'un pécule versé d'un coup à la naissance ou à la majorité. Après qu'il y ait eu une inflation des propositions dans ce sens, notamment un bouquin de Stakeholder Society de Alstott et malheureusement j'oublie le nom de sa co-autrice. Ackerman. Comment? Bruce Ackerman. Bruce Ackerman, voilà. Merci. Ackerman et Alstott, merci. Merci, Antoine. Et du coup, donc il fallait répondre à ça. Alors, pour les personnes qui suivent un peu ce débat depuis longtemps, en fait, c'est aussi intéressant
par rapport à ça de voir que la première proposition de revenu inconditionnel, c'est celle de Thomas Paine en 1797. Mais en fait, Thomas Paine propose un revenu inconditionnel pour les personnes âgées, enfin à partir d'un certain âge, donc vraiment un revenu de base inconditionnel versé régulièrement, et en couplé à une proposition de dotation de base inconditionnelle pour les personnes, enfin pour toute personne quand elles atteignent leur majorité. Je crois que ce n'est pas la majorité à l'époque, c'est 21 ans. Donc il y a cet aspect-là qui est intéressant dans ce. Donc là, vous voyez encore cette notion pour dire que à partir de cette définition de 2016, que la proposition de Thomas Paine est la première proposition de revenu inconditionnel, il faut admettre que c'était une proposition de revenu de base inconditionnel adressée uniquement aux personnes de plus de 55 ans, je crois. Et l'autre élément qui a été ajouté en 2016, c'est la notion de liquidité, qui venait, elle, répondre à l'intensification du débat sur les cash transferts en aide internationale, qui a participé beaucoup à l'inflation depuis la création du bien des recherches sur cette question. Donc, en aide internationale, la question se posait en termes de donner, au lieu dans l'aide internationale, de donner des choses en nature, souvent en plus des projets décidés par des Occidentaux dans des bureaux et qui en plus peuvent très loin du sol et qui en plus peuvent souvent s'intégrer dans des logiques extractivistes. Et servent en fait à financer des infrastructures pour exporter des ressources vers les pays occidentaux. Bref, donc, à la place de ça, il y a eu un très gros travail militant aussi et de recherche qui a été fait pour voir comment le fait, à la place de financer des projets particuliers, pouvait avoir un impact moins intéressant pour les populations locales que simplement de leur donner de l'argent, même à des personnes pauvres et illettrées. Et qu'en fait, ces personnes-là arrivaient à en faire un usage intelligent et à améliorer leur situation plus efficacement que par le biais des projets. Pour la même somme d'argent, on améliorait la situation des personnes plus efficacement en leur donnant directement de l'argent qu'en faisant des projets décidés loin d'elles. Et par ailleurs, l'autre élément qui a motivé l'inclusion de ce critère de liquidité, c'est l'essor des propositions que je vais, donc à la fin de cette proposition, appeler de la désargence, qui allait jusqu'à l'hypothèse de la désargence totale, absolue, donc qui envisageait l'hypothèse d'un revenu de base inconditionnel qui serait progressivement démonétarisé jusqu'à être entièrement démonétarisé, et où les propositions qui proposaient de verser le revenu inconditionnel en monnaie locale, l'écart entre les monnaies locales et des coupons de rationnement étant en fait le point de contentieux, enfin, vraiment le point problématique. C'est-à-dire que oui, dans la façon dont la notion de liquidité est définie de façon assez large, je voyais bien l'enjeu principal de cette notion étant que ce soit les personnes qui reçoivent ce revenu qui soient elles-mêmes libres de le dépenser et qu'on ne se retrouve pas avec les personnes précaires qui auraient une monnaie spéciale qui ne leur permet d'acheter que certaines choses à certains endroits et le reste de la société qui a une autre monnaie et peut la dépenser de manière différente. Cependant, vous voyez bien que si je m'y arrête aussi longtemps aussi, c'est que cette notion de liquidité est la plus problématique. Et en fait, je pense que son introduction était importante et intéressante, mais je pense aussi que maintenant qu'on l'a introduite, il faut venir reconnaître un autre sens de la notion de revenu de base inconditionnel qui me semble avoir été présent dès la fondation du bien et même dès les premières propositions qu'on peut repérer avec la définition du bien. Où j'en suis au niveau du temps, Marc-Antoine? Est-ce que là, je ne vois pas. Tu es juste dans 2 minutes, ça fera une demi-heure que tu parles. Donc tu as encore un petit peu de temps. Très bien. Alors, je vais essayer d'accélérer un petit peu quand même, mais on va pour garder plus de temps pour la discussion. Et donc, voilà, donc on a vu que donc, les trois définitions du bien, les trois qui sont succédées dans le temps, on peut voir en fait, donc il y a trois problèmes qui restent avec cette notion avec la définition qui a été passée en 2016. Le premier, c'est qu'il me semble qu'il manque, il manque à cette définition celle d'uniformité. Alors peut-être que pour aller plus vite, je vais passer
Je vais passer sur ce point. Disons que, bon, voilà, hein, bon, quand même, bon, vu que toute la slide est là. L'enjeu, c'est que donc cette notion d'uniformité, pour bien la comprendre, il faut comprendre que l'universalité s'arrête aux limites de l'univers. En fait, souvent, si elle n'a pas été incluse, c'est parce que beaucoup de propositions concrètes de revenus de base inconditionnels. Il faut aussi arriver à distinguer le concept de revenu de base inconditionnel des différentes propositions concrètes dans lesquelles ce concept peut s'incarner, de la famille, qui forme une famille politique publique au visage, au profil très différent. Il y a revenu de base et revenu de base. Et donc, en fait, souvent, des propositions concrètes regroupent dans un seul, sous un seul paquet, en fait, deux propositions, au moins deux propositions, une proposition pour les personnes majeures et une proposition pour les enfants, voire parfois même deux propositions pour les enfants, et parfois donc encore une proposition, un montant différent pour les personnes ayant passé un certain âge. Et en fait, donc il me semble qu'il est important de bien prendre en compte que à chaque fois, à chaque tranche d'âge, on envisage de verser un montant strictement uniforme, c'est-à-dire le même montant à toutes les personnes qui appartiennent à cette tranche d'âge. Et donc, il me semble que il serait plus correct de considérer que dans la définition d'un revenu inconditionnel, il y a le fait que ce soit la distribution dans la définition du sens étroit d'une notion de revenu inconditionnel, sur lequel je vais expliquer un peu plus tard, il faudrait intégrer cet aspect d'uniformité des montants distribués, qui permet aussi de... Bon, je ne rentre pas sur la différence entre impôt négatif sur le revenu et revenu base inconditionnel, mais je serais heureux d'en discuter avec vous dans la conversation. Ça va me prendre trop de temps sinon. Les deux autres éléments donc, qui sont encore problématiques avec la définition de 2016, c'est donc ce critère de liquidité qui notamment en fait, pose problème parce qu'avant la définition de 2016, la notion de revenu de base en nature n'était donc pas une contradiction dans les termes. Et donc, elle était notamment donc, présente dans les écrits dans des écrits de référence sur le sujet, donc, comme ceux de Van Parijs et aussi de Certon et de Wispelagre, le papier de 2004 qui est pour le moment le meilleur papier sur la question de la définition d'un revenu inconditionnel. Et en fait, cette notion de revenu de base en nature, elle est, je crois, très importante parce qu'elle permet, quand on la prend au sérieux, elle permet de voir qu'en fait, notamment si on prend au sérieux, elle permet de décrire les systèmes une partie importante des systèmes de protection sociale aujourd'hui déjà existants comme des formes de revenu de base inconditionnel en nature. Donc, par exemple, l'assurance maladie universelle, ou même si la question est un peu plus... Mais l'éducation publique, gratuite et obligatoire. En tout cas, au moins gratuite, l'éducation supérieure gratuite. Donc, vous avez là un enjeu qui est majeur, notamment que donc, dans leurs deux articles, Van Parijs et certaines Wispelagre envisage, à partir de là, on considère qu'on peut envisager, une fois qu'on veut mettre en place un revenu universel, qu'on a un revenu de base inconditionnel, quelle part va être versée en nature et quelle part va être versée en espèces. Ce qui donc a motivé ensuite des propositions comme celle de la dotation inconditionnelle d'autonomie du Parti pour la décroissance, qui appelait à cette démonétarisation en envisageant l'hypothèse d'une démonétarisation totale. Donc cet aspect de la liquidité devient un problème fondamental, mais en fait c'est un problème qui déborde plutôt sur l'autre problème fondamental, qui est celui du montant du revenu de base inconditionnel. Et en fait, la question du montant qui est en fait le contentieux central, qui est en fait la question qui a amené à la définition de 2016. Donc voilà, notamment parce que donc, le bien est un réseau mondial avec 38 organisations affiliées. Et en fait, bon, j'avance sur mes slides suivantes, mais en fait, l'immense majorité de ces organisations affiliées incluent d'une manière ou d'une autre, prenons les choses autrement, 10
au moins 10 de ces 40 organisations, mais sans doute plus, puisque les informations qu'on a pour le moment sont assez sommaires, incluent dans leur définition de revenu inconditionnel, ont dans leur statut une définition de revenu inconditionnel qui consiste dans les 3 critères reconnus en 88, auxquels ils ajoutent un critère de suffisance. Pour être un revenu de base inconditionnelle, une politique publique doit être d'un montant suffisant. La question étant, un montant suffisant à quoi? Et donc ça nous amène à la question difficile de la notion de revenu de base partiel et au problème donc, des 2 origines de cette notion de revenu de base partiel, qui est une notion très problématique, qui est un peu moins connue en France, mais quand même, et qui est extrêmement utilisée au niveau international. Alors, donc, ce problème étant cette notion de suffisant à quoi? Donc en fait, cette notion de revenu de base partiel a 2 sens, ce qui est assez peu connu. En fait, il y a un premier sens qui est souvent, enfin, qui passe un peu, qui est moins connu parce que c'est pas celui qui est le plus, qui est mobilisé par les sphères militantes, et qui est en fait le sens qui a été attribué à cette notion quand elle est apparue en 1985 dans un rapport de la haute administration néerlandaise, qui recommandait donc la mise en place d'un revenu de base partiel, mais qui définissait la notion de revenu de base partiel comme une allocation d'un montant insuffisant pour remplacer tous les autres transferts monétaires assurés par l'État. Et donc en mentionnant, et en fait, même, pardon, le génie monétaire, mais en fait, le rapport va au-delà, puisqu'il y a cette notion d'aide au logement, mais donc en mentionnant aussi la question, par exemple, des retraites ou de l'assurance chômage. Et donc le rapport qui invente cette notion de revenu de base partiel la refuse en même temps. Pardon, la prône. Et il la prône en posant une notion de revenu de base complet qui ajoute quelque chose à la définition du bien. Mais donc le bien qui n'était pas encore créé, c'est pour ça qu'il y a eu qu'il y a pu avoir cet enjeu-là. Le problème, c'est que cette définition-là, elle a été reprise presque telle quelle, enfin même telle quelle, par le rapport préliminaire aux expérimentations finlandaises de 2016. Alors en fait, le problème de cette définition, c'est qu'en fait, la notion de revenu de base partiel, la plupart du temps, et d'ailleurs, là, je n'ai pas la citation, je ne peux pas vous proposer la citation tout de suite, mais je pourrais la retrouver ensuite de la conversation si vous voulez, mais ce second sens a été consacré par Philippe Van Parijs et Yannick Van der Borg dans leur bouquin de 2017, traduit en français en 2019, qui est le sens d'être suffisant, non pas pour un revenu de base complet, serait un revenu de base suffisant, non pas pour remplacer tous les autres transferts monétaires de l'État, mais pour, alors, on pourrait dire, voilà, pour reprendre les termes, enfin, la proposition d'André Gorz, qui est une référence importante, même notamment dans les organisations allemandes, donc qui serait suffisant pour permettre de se passer d'un emploi rémunéré, ou sinon, en fait, les réseaux allemands ont tendance à reformuler ça comme suffisant pour garantir l'existence et permettre la participation sociale. Or, voilà, le problème, c'est qu'il y a un écart, le problème majeur pour moi, c'est qu'il y a un écart considérable entre ces 2 sens, entre suffisant pour remplacer tous les transferts monétaires et suffisant pour permettre la participation sociale. Et notamment, en fait, cet écart donc nous renvoie au problème plus profond de cette notion, qui est que c'est une somme d'argent, en fait, la notion qu'une somme d'argent puisse jamais suffire à elle seule à garantir l'existence et la participation sociale est très problématique. Puisque donc une somme d'argent, ça permet de s'acheter des choses sur des marchés, des arrangements marchands, sauf que les arrangements marchands, ce n'est pas des choses naturelles, c'est des choses artificielles et construites. Et donc, ce qu'une somme d'argent permet d'offrir, ça va varier beaucoup selon les formes prises par différents arrangements marchands à un moment donné. Et donc, il y a un problème là dans cette notion de revenu de base partiel, mais qui en même temps est amoindri quand existe la possibilité de parler de revenu de base en nature. Ce qui est une des raisons pour laquelle donc les réseaux allemands qui définissent donc, le revenu universel par les 3 critères de 86 plus un critère de suffisance
il y a pas mal de personnes dans ces réseaux-là qui ont eu un gros problème avec la notion de l'inclusion de la notion de liquidité, puisque pour elles, l'enjeu c'était d'avoir un revenu de base suffisant avec une partie en nature et une partie en espèces. Sauf que le problème, tout de même, c'est que je comprends et sympathise beaucoup avec cette perspective-là, qui me semble très intéressante, mais le problème, c'est que même au sein des réseaux allemands, il y avait quand même, si cette modification a été faite en 2016, elle a été faite avec, elle a été admise avec l'idée que cette notion de liquidité avait été plus ou moins présente dès le départ, même si il me semble que c'est surtout un effet de loupe par les deux débats donc, que j'ai mentionnés sur les cash transferts et sur la désargent, sur la démonétisation. Mais tout de même, il y avait cette notion d'un revenu de base en argent, quoi. Et ça, en fait, ça a créé un écart qui était en fait le problème qui m'a le plus préoccupé en fait, dans mes entreprises militantes, qui est que en fait, il y avait c'est la dissonance dont je vous ai parlé au début, l'écart entre le débat au sein des mouvements militants sur un revenu inconditionnel, pour un revenu inconditionnel, où l'idée c'était que plus il y a d'argent, mieux c'est. Voilà. En fait, le problème, c'est que la notion de revenu de base partiel est devenue équivalent à un revenu de base de droite, et une forme, même si elle est beaucoup moins employée, mais la notion de revenu de base complet finit par devenir version de gauche. Et ce qui est en fait une équation très problématique, voilà, puisque donc, du coup, voilà, on avait dans ces mouvements militants, pour en revenir inconditionnel, l'idée que plus il y a de pognon, mieux c'est. Donc 1000 euros, c'est toujours mieux que 500. Alors qu'au sein du reste des militantes pour des formes de protection sociale plus émancipatrices, la crainte, c'était moins que le montant soit faible que cette... La crainte était plutôt que ce revenu inconditionnel remplace toutes les autres formes de protection sociale existantes. Et donc c'est là, il me semble effectivement la question centrale, le véritable enjeu de cette notion de cette question de la définition du revenu de base inconditionnel. Alors donc là, au niveau du temps, Marc-Antoine, excuse-moi, si quelqu'un... Bon, je vais essayer d'aller vite quand même, malheureusement. Pardon, excuse-moi, je oublié que mon micro était coupé. Ça fait 40 minutes que tu parles, Clément. D'accord, moi je pense que ça va aller. J'ai plus de slides ou très peu, seulement les grandes lignes. Mais donc en fait, à ce problème-là, j'ai deux réponses à vous proposer sur lesquelles votre avis m'intéresse. Le premier, ça a été de distinguer, en reprenant en fait le cadre théorique, c'est là où je suis un peu embêté. J'aurais bien aimé pouvoir vous montrer ces tableaux, mais vous lirez mon papier et vous me direz ce que j'en pense quand tu seras rédigé. En fait, de reprendre le cadre théorique qui a été mis par Stirton et Wispelaere en 2004, qui en fait partait du cadre reprenait de la littérature sur l'analyse des politiques publiques pour proposer un certain nombre d'aspects. En fait, c'est pas tant des critères, c'est des aspects de variation des politiques publiques. Et donc, c'est quand même un peu embêtant que je puisse pas vous les citer, mais donc, par exemple, la notion d'unité à l'attribution, à laquelle vient répondre la question de l'individualité. Ou alors la notion d'adéquation de la mesure aux besoins auxquels elle est censée répondre. Et alors en fait, une première approche pour clarifier cette notion, pour faire sens de cette notion, il y a revenu de base et revenu de base, que donc, vous trouverez détaillé dans le papier, c'est de distinguer des critères donc intrinsèques, je dis aussi définitifs, qui sont en fait les 6 critères, donc les 5 critères de 2016 plus celui d'uniformité, qui permettent de distinguer au sein des propositions de garantie de revenus entre les propositions qui sont des propositions de revenu de base inconditionnel et les autres formes de propositions de garantie de revenus. Et par ailleurs, il y a 3 autres dimensions
identifiés par Jürgen Dewuspelaere et Lindsay Sutton, qui sont des critères que j'appelle extrinsèques ou relatifs, donc des dimensions plutôt, donc comme celle par exemple de l'adéquation aux besoins auxquels la mesure est censée répondre, mais aussi de l'intégration dans le système socio-fiscal. Et la troisième, et je crois celle de la définition justement de l'universalité, qui sont en fait, je crois que ce troisième critère, c'est moi qui l'ai rajouté, il n'est pas mentionné par Jürgen et Lindsay, qui sont en fait des critères qui permettent de trier ou de voir plus clair, ou de départager, ou d'ordonner en tout cas, différentes propositions de revenus inconditionnels entre elles. Et notamment voilà, en fonction des effets qu'elles sont qu'elles sont susceptibles d'avoir sur la population ou dans un système dans lequel elles sont introduites. Simplement, cette distinction, je pense, est utile analytiquement, mais ne va pas assez loin. Donc, en fait, la solution que j'ai trouvée aujourd'hui à cette question de la définition d'un revenu inconditionnel, c'est de la distinction entre un sens étroit, technique, formel, et un sens large, qui est en fait une aspiration, aspirationnelle, l'aspiration à la garantie inconditionnelle et universelle des moyens matériels de l'autonomie individuelle. Ce qui est une façon très pompeuse de dire les trois critères enfin très pompeuse, en fait, si vous trouvez une façon de dire plus succincte et plus claire, je vous en serai infiniment reconnaissant, parce que je suis très embêté par le fait que par l'apparence un peu lourde de cette phrase. Mais en gros, l'idée, c'est les trois critères de 86, plus la notion une notion de suffisance, mais qui ne nous conduisent pas au risque que produit aujourd'hui donc l'association, au risque décrit plus tôt de dire voilà, un revenu universel, une proposition de revenu de base inconditionnelle qui dirait on vend tout l'État à la place d'avoir quelques services publics que ce soit, on donne juste de l'argent aux gens, alors ça va donner beaucoup d'argent aux gens, mais pourtant cette proposition, je serait susceptible, je crois, de moins bien assurer la garantie inconditionnelle et universelle des moyens matériels de l'autonomie individuelle que le fait d'ajouter un revenu inconditionnel au système existant en remplaçant certains de ces aspects les plus problématiques, et ou de penser à un revenu inconditionnel qui serait combiné, parce que voilà, même en dessinant quelque chose, une situation idéale, sans se sentir lié par l'existant, je pense que voilà, l'idée que, mais bon, je vais y revenir après, mais l'idée que donner de l'argent aux gens permettrait mieux d'assurer la garantie de leur autonomie que leur donner de l'argent et leur garantir un certain nombre de services en nature, comme la santé et l'éducation. Voilà, cette combinaison d'un revenu de base au sens étroit et d'un revenu de base au sens large me semble plus à même d'assurer un revenu de base au sens large. Mais donc, là, en fait, on arrive, voilà, peut-être comme ça va me permettre de conclure plus vite. Cette distinction entre revenu de base au sens étroit et au sens large, elle permet, je crois, justement, d'ordonner au moins les postures par rapport à la question du revenu de base inconditionnel. Et donc, elle permet d'isoler, du coup, 6 postures, donc j'ai regroupé là 2 à 2. Donc, on a d'abord les postures qui seraient dans le, qu'on pourrait qualifier un peu ensemble de réac, en fait, de réactionnaire, qui serait donc une première posture possible, ce serait le rejet total des deux sens de la notion de revenu de base inconditionnel. C'est-à-dire refuser aussi bien le sens étroit d'une façon de distribuer les ressources, donc de filer du cash régulièrement sans condition à tout le monde, et en même temps aussi un refus de l'idée de garantir l'autonomie de toutes les personnes dans la société. Une autre posture un peu moins, donc ça serait un rejet total, où l'idée, pour reprendre la phrase, à chaque fois que je pense à cette posture-là, je pense à ce que m'avait
j'en ai un jour, pour rester dans le biographique, mon grand-oncle qui était très à droite, en me disant qu'il n'y a pas de droit, il n'y a que des devoirs. Voilà, vous voyez un peu l'idée. Mais qui, je pense, est une position extrêmement minoritaire et assez peu défendue théoriquement, en fait. Une autre proposition qu'on voit un peu plus, c'est celle de, voilà, que j'ai qualifiée de minarchiste de droite, qui serait d'accepter le sens étroit, mais en rejetant le sens large. Alors, ce serait peut-être ce qu'on trouve chez Milton Friedman. Encore, je crois que ça se discute, mais on a un peu de ça, cette idée. Le mieux, c'est quand même la charité privée, qui conçoit le revenu de base inconditionnel au sens étroit d'impôt négatif sur le revenu, d'une certaine forme de l'impôt négatif sur le revenu, comme un moindre mal par rapport aux aides sociales qui mettent les personnes précaires dans des situations, qui empirent la situation des personnes précaires. Mais en même temps, voilà, il y a un rejet clair de la notion de... voilà, il y a une volonté d'avoir un revenu de base au sens étroit qui soit d'un montant insuffisant. Donc, voilà, et alors, voilà, on a cette notion-là. Alors après, les deux autres types de postures sont très intéressantes, mais en même temps sont problématiques dans ce qu'elles prennent beaucoup d'espace, alors qu'en fait, elles sont extrêmement marginales. Mais en même temps, elles sont extrêmement intéressantes. Donc ces deux hypothèses, c'est celle que j'ai appelée anarcho-capitaliste et celle de la désargence. L'hypothèse anarcho-capitaliste, c'est celle d'un revenu de base au sens étroit qui permettrait à lui seul d'assurer l'objectif d'un revenu de base au sens large. Donc là, c'est le sens dans lequel la notion les deux sens de la notion de revenu de base partiel se réuniraient, voilà, et du coup les sens de revenu de base complet qu'elle dessine se réuniraient pour avoir voilà, cette éventualité et qui en fait, sachant en fait qui ressemble beaucoup à l'éventualité exactement inverse, qui est celle donc de la désargence, où là on assurait un revenu de base au sens large, sans passer du tout par une forme de revenu de base au sens étroit, et même au-delà, sans passer par au-delà de ça, sans passer par des formes d'argent. Enfin, on irait vers l'hypothèse de supprimer l'argent et de n'avoir que des formes de transfert de solidarité en nature. Alors, c'est là où, selon le temps dont il me reste, je ne sais pas si Marc-Antoine, tu es encore là. Excusez-moi de te mobiliser. Ça fait 50 minutes, donc... Parce qu'en fait, quand même, alors je me permets quand même de prendre ce... Je pense que ce qui est très intéressant là, à prendre en compte, c'est qu'il y a énormément d'incompréhensions historiques autour de la question du revenu de base inconditionnel qui sont liées aussi au fait que nous sommes encore largement, je crois que la formule de Geoffrey Hudson dans son bouquin qui essaie de définir la notion de capitalisme est très vraie, nous vivons encore une forme d'âge d'obscurantisme terminologique. Et donc, je pense que c'est intéressant d'éclaircir un peu cette notion d'anarcho-capitaliste qui a une histoire intéressante et amusante. Parce que ce qu'on sait assez peu, c'est que la notion de libertaire, le terme de libertaire, est créé en 1857 aux États-Unis par un Français qui s'appelle Joseph Desjacques. Donc, le terme de libertaire apparaît avant celui de libertarien, mais aux États-Unis. Et donc, il apparaît par ailleurs dans une lettre que Desjacques écrit, une lettre ouverte à Proudhon pour dénoncer la misogynie de Proudhon, et où, en fait, dans lequel il accuse Proudhon d'être un anarchiste juste milieu, libéral et non libertaire. Beaucoup cette formule qui résume tous les problèmes de notre obscurantisme, enfin, qui a beaucoup des problèmes de notre âge d'obscurantisme terminologique. Et en fait, l'expression de libertaire va tout de suite être traduite en anglais, ce néologisme, comme libertarian, AN en anglais, et va rester synonyme en fait d'anarchiste et donc aussi de socialiste libertaire ou de communiste libertaire, c'est Kropotkin va introduire l'expression, des années 1860 aux années à la Deuxième Guerre mondiale, en fait à 1947, on peut le dater assez précisément,
où là, c'est les think tanks de la droite pro-marché états-unienne, financée par le grand patronat états-unien et suisse, qui, considérant que le terme de libéral leur a été volé en anglais, ce qui est faux, en fait, le sens états-unien de libéral n'a pas été le fruit d'un vol sémantique, c'était un développement d'un usage qui était déjà présent, mais peu importe, ces personnes considéraient qu'elles s'étaient fait voler le terme de libéral, et du coup, ont opéré ont fait une vraie une OPA, enfin, c'est un peu ont effectué une vraie opération de vol sémantique, qui a notamment été rendue possible par le fait que le mouvement anarchiste états-unien, qui à la fin du 19e, au début du 20e siècle, a été l'un des plus forts au monde, a subi de plein fouet les répressions de l'État états-unien après la Première Guerre mondiale. En fait, dès la Première Guerre mondiale, notamment pour le lien historique du mouvement anarchiste au mouvement pacifiste. Donc, après la Première Guerre mondiale, on a une première, ce que les États-Unis appellent la Red Scare, il va y en avoir une seconde après la Deuxième Guerre mondiale, donc, qui est la plus connue en fait, avec son paroxysme du McCarthyisme. Et en fait, à travers ces deux épisodes-là et entre ces deux épisodes-là, il y a une répression extrêmement féroce et dure du mouvement anarchiste états-unien, qui en plus souffre du mythe de la bonne guerre de la Seconde Guerre mondiale. Et qui du coup va rendre possible ce vol sémantique qui fait que la droite pro-marché états-unienne va récupérer le terme de libertarian, et qui ensuite du coup fait qu'aujourd'hui, pour traduire libertarian en français, on va traduire par libertarien. Et si on veut traduire libertaire français en anglais, on va dire libertarian socialist. Mais là où il y a quelque chose de très, très intéressant qui rejoint ces postures par rapport au revenu inconditionnel, c'est qu'en fait, il faut rentrer encore plus dans le détail, et que, en fait, même ces mouvements bon, alors j'ose ouvrir encore une autre porte, qui est celle de la notion de néolibéralisme, qui en fait aujourd'hui est employée, qui est en fait aujourd'hui un homme de paille rhétorique, et qui est un usage très problématique, et en fait un usage qu'on date très précisément du coup d'État chilien de 73. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les seules personnes à s'être jamais revendiquées elles-mêmes de la notion, enfin, en disant se revendiquer en tant que néolibéraux, étaient des libéraux plutôt gauchistes, enfin, des centres-gauches, voilà, en tout cas des libéraux qui avaient théorisé vraiment une forme d'anticapitalisme libéral dans les années 30. Et une critique du laisser-faire et des monopoles. Et donc, ça donne le colloque Lippmann et un peu plus tard le colloque d'Ostende. Mais en fait, ces gauchistes-là vont être marginalisés, notamment par l'action de ces think tanks états-uniens, qui vont utiliser, où l'argent du patronat états-unien et suisse va être utilisé pour financer notamment la promotion des idées, alors, notamment pour maintenant, de quelqu'un comme Ludwig von Mises, contre celle des néolibéraux, des gens qui se revendiquaient elles-mêmes d'être des néolibéraux. Et en fait, il y a quelque chose d'intéressant qui est même partisan, par exemple, de formes d'impôts progressifs ou vraiment de choses qui aujourd'hui nous étonneraient beaucoup. En fait, ce qu'on appelle néolibéralisme ne correspond pas du tout à ce que les personnes qui se sont elles-mêmes appelées néolibéraux défendaient. Et en fait, le changement se fait en 73 avec ce coup d'État chilien où les économistes, donc en fait, je suis désolé, à chaque fois j'essaie de trouver, si je peine dans mes mots, c'est parce que j'essaie de trouver des moyens de vous réduire, de vous ramasser l'histoire un maximum, de sauter des étapes, mais c'est un peu compliqué. Donc je suis obligé de déballer, de suivre le fil sans sauter l'étape.
Télémaque, je ne veux pas t'interrompre, mais peut-être garde quelques cartouches pour la discussion et essaye de conclure pour qu'on puisse avoir du temps pour discuter ensuite. Ouais, je suis à combien de temps là? Ça fait bientôt 1 heure que tu parles là. Ça fait 1 heure en ce moment. D'accord, alors j'essaie de finir ça en 5 minutes. Ça va. Donc, on est sur cette question de. Alors, donc en fait, peut-être qu'il faut évacuer cette notion de néolibéral, mais quand même, disons, voilà, l'enjeu, c'est que. Un exemple de néolibéral, par exemple, de personnes qui sont revendiquées du néolibéralisme, alors que c'est plutôt un mouvement européen, c'est un professeur de Milton Friedman qui s'appelait Henry Simons et qui a publié dans les années 30 un bouquin qui s'appelait A Positive Program for Laissez-faire. Un programme positif donc pour une politique de laissez-faire, mais qui en fait dont la publication a ensuite été refusée, enfin que les think tanks libertariens du coup des années 50 ont refusé de publier parce qu'ils considéraient que c'était un texte qualifié de socialiste, même si je pense que il faut prendre ça avec des pincettes, mais tout de même, je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Pour ensuite comprendre qu'aujourd'hui, on attache au néolibéralisme l'image de Friedman et Hayek, mais en fait, Friedman et Hayek ne se sont jamais revendiqués eux-mêmes d'être des néolibéraux, mais cependant étaient proches, étaient, disons, la droite immédiate des personnes qui se sont revendiquées d'être des néolibéraux. Pourquoi est-ce que tout ça est... Voilà, donc maintenant, je peux rattraper cette notion. Tout ça est intéressant parce qu'en fait, la notion de libertarien, donc le terme de libertarien, il va être récupéré par ces think tanks pour qualifier les idées de Mises contre les néolibéraux et même contre celles de personnes comme Hayek et Friedman, qui étaient considérées comme trop à gauche. Des choses qu'on peut voir comme dans le soutien que pouvait avoir Friedman à une politique d'impôt négatif sur le revenu, ou au fait qu'il y a quelque chose qui est très peu connu, parce que Hayek est un personnage très compliqué, mais Hayek défendait et défend dans ses écrits une garantie, enfin, quelque chose comme un revenu de base au sens large, disons le droit sans condition de toute personne à une éducation gratuite, à la santé gratuite et même à des formes de revenus minimum, ce qui est très peu connu en fait. En fait, c'est très peu connu, notamment parce que voilà, il y a eu cet effort de promotion des idées plus pro-business, plus pro-capitaliste, plus à droite, contre ces idées-là de Hayek et Friedman. Et en fait, donc là où je veux en venir, c'est qu'en fait, le paradoxe a été que l'un des meilleurs élèves de Mises, qui donc après-guerre est allé aux États-Unis, a enseigné à NYU, ça a été un type qui s'appelait Murray Rothbard. Et Murray Rothbard, c'est donc un type qui a fait ses études avec Mises et qui a à qui on a dit, voilà, vous êtes ces idées-là, c'est des idées libertariennes du coup. Et en fait, Rothbard, étudiant du coup dans l'Amérique des années 60, en fait a pris ce truc-là au sérieux, a dû rencontrer aussi des libertaires, du coup, des forêts libertaires, et en fait a lancé un mouvement qui se sont eux appelés anarcho-capitalistes, et en fait que Ayn Rand avait qualifié de hippie de droite, qui était engagé dans un tas Et en fait, donc pour conclure cette notion-là, ils sont en fait dans cette mouvance-là qui a beaucoup évolué. Il y a notamment au moins une partie de ces libertariens qui en fait ont abouti à redécouvrir l'anarchisme classique. Et donc là, nous amener dans une zone extrêmement intéressante, puisqu'en fait, donc là, quand on a cette idée donc de vendre tout l'État et de donner à la place de l'argent directement aux gens, voilà, vous avez des gens pour qui en fait l'enjeu c'est ensuite de reconstruire des coopératives et de virer le capital et d'avoir ce que Bernard appellerait la propriété d'usage des moyens de production, selon en fait toute une littérature sur l'économie libertaire qui considère que les formes d'autogestion sont en fait plus efficaces et plus efficaces et plus intéressantes pour les personnes. Donc voilà, en fait pour cette simplement pour vous, je pensais que c'est intéressant de mentionner ça puisque donc cette hypothèse pour mieux comprendre cette hypothèse anarcho-capitaliste et commencer à éclaircir cette question. Mais alors pour
pour vraiment finir, en fait, voilà, je pense que la discussion pourra aller sur tout ça, était plus peut-être intéressant intellectuellement, mais en fait, vous voyez bien que tout ça est assez loin des débats concrets sur la question de la mise en place d'un revenu inconditionnel ou non. Puisqu'en fait, la véritable opposition, elle est dans la troisième forme de distinction entre les personnes qui sont d'accord pour assurer un revenu de base au sens large, la garantie inconditionnelle des moyens de l'autonomie individuelle, mais qui ont des désaccords, c'est légitime, sur la place que devrait prendre un revenu de base au sens étroit dans la combinaison de dispositifs permettant d'assurer sur une base au sens large. La posture, disons, aujourd'hui entretenue, voilà, une façon de décrire la posture des sociodémocrates, disons, traditionnels aujourd'hui, étant de considérer que ce sont des personnes qui sont d'accord avec l'objectif d'un revenu de base au sens large, mais qui considèrent qu'on l'obtient mieux par une combinaison de dispositifs dans laquelle il n'y a pas de revenu de base au sens étroit, dans laquelle il n'y a des garanties de revenus que conditionnelles. Et donc le débat, l'immense majorité, la quasi-totalité vraiment des partisans d'un revenu de base au sens, des personnes qui militent pour un revenu de base, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elles ne sont pas ni des anarcho-capitalistes, ni des minarchistes de droite, ni des argents théoristes, mais des personnes qui souhaitent une combinaison particulière d'un revenu de base au sens étroit et d'autres formes de mécanismes de protection sociale, sachant que cette combinaison peut prendre des formes très différentes. Voilà, je vais m'arrêter là, j'ai déjà été beaucoup trop long et confus, je m'en excuse encore. Mon papier sera plus intéressant et clair à lire et à discuter, je pense. Mais j'ai hâte de savoir ce que vous pensez. Merci beaucoup, Télémac, pour cette présentation dense, qui, je pense, va susciter un certain nombre de questions. Peut-être qu'on peut prendre un premier tour de questions si je vois des mains qui se lèvent. Et si pas, alors je peux briser la glace si tu veux, Télémac. Oui, j'ai peur d'avoir été un peu trop ambitieux avec ce détour sur l'histoire conceptuelle. Mais... Vas-y, je t'en prie. Si tu veux. Alors, du coup, si je vois pas de main, alors je peux. J'aurais plein de questions à te poser à différents stades de ce que tu expliques. Il y a des peut-être, c'est très formel, hein, mais pour si tu as l'occasion de représenter cet argumentaire ensuite, je pense que ça aurait du sens que tu introduises plutôt ton dualisme entre le sens étroit et le sens large. Comme ça, on voit vers où tu vas, parce que savoir que c'est ça la conclusion, ça permet de comprendre un peu ton chemin. Donc, c'est vraiment très, très formel. Et alors, j'ai des questions sur cette distinction entre le sens étroit et le sens large, mais aussi sur ce qui précède. Je comprends l'intérêt je comprends vraiment comment dire, la manière dont cet enjeu de la définition devient un problème dans ta réflexion sur le revenu de base, surtout à partir d'une pratique militante. J'ai quand même il y a des moments où j'ai des réserves, mais qui sont un peu liées du coup qui sont liées à ta conclusion et notamment sur la manière comment dire, d'historiciser cette définition. Il y a quand même un côté où ça, le fait que tu dises qu'il y a cette définition qui se crée en 1986 avec la première conférence qui donne naissance au bien, ok. Mais alors dire qu'à partir de cette définition, on peut ensuite identifier
identifier les propositions précédentes qui signeraient comme des revenus de base, en fait, puisque la définition n'avait pas été apportée, alors ça a reproduit quelque chose qui est quand même aujourd'hui très critiqué par les historiens qui sont un peu non militants, qui sont penchés sur le revenu de base, qui est que ça construit un récit qui est téléologique. Philippe Van Parijs lui-même et les gens qui étaient à cette conférence disent que la manière dont l'idée a été débattue au début s'est fait dans l'ignorance totale de l'existence du texte de Thomas Paine, par exemple. Et c'est ensuite qu'il y a eu cette redécouverte et que cette histoire a été créée a posteriori. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller chercher chez Thomas Paine des ressources pour penser le revenu de base. En effet, on trouve chez Thomas Paine des choses pour penser le revenu de base. Mais il y a quand même quelque chose de problématique à aller plaquer derrière sur des propositions qui sont dans des contextes historiques différents. Cette définition qui se définit dans un contexte particulier. Et je trouve que la manière dont ce geste problématique est problématique se ressent ensuite sur la manière dont on définit, quoi. Tu dis, je trouve que la formule est très jolie, que l'universalité s'arrête aux limites de l'univers. De fait, ce revenu est universel, mais cette universalité est toujours ancrée. Et en même temps, je trouve que la formule est chouette, et en même temps, tu dis que le propre de l'univers est d'être en expansion permanente. Mais donc, on voit bien qu'on est là dans un espèce de schéma mental où on a une histoire linéaire qui chemine par différents obstacles, où il y a toujours des exclusions ou des choses qui achoppent pour aller finalement vers la proposition qui va être la bonne, quoi. Et cette difficulté-là, elle se ressent je trouve, dans la distinction entre le sens large et le sens étroit. Et je vais revenir là-dessus ensuite. Juste deux petites remarques avant. Sur je trouve qu'il y a en fait, il y a tellement de choses que je ne sais pas vraiment forcément par quel bout prendre. Typiquement, l'opposition entre la question de la liquidité, l'introduction de la liquidité dans la définition, elle est en effet intéressante et peut-être problématique, mais en même temps, le revenu de base qui est défendu dans le débat public, il est toujours versé en cash, au moins en partie. Et donc, est-ce que c'est toujours vraiment un revenu de base dont on parle si c'est plus un revenu de base en cash? La dotation qui est proposée par les décroissants, est-ce que c'est vraiment un revenu de base? Et donc, c'est pour ça que ce que je veux dire, c'est que toutes ces tensions t'amènent à ce geste de définir un sens étroit à un sens large. Et donc, ma question, au final, c'est de dire, mais à quoi ça te sert d'avoir cette distinction? À quoi ça sert? Parce que d'un côté, tu vois, si la distinction permet de dire que le sens large permet de récupérer quelqu'un comme Hayek, ok, super. Et encore, j'ai des réserves sur ce que dit vraiment Hayek, mais on n'est pas d'accord là-dessus. Mais alors, si on élargit autant, ben on peut aussi, je sais pas, on peut aller jusqu'à Aristote. Aristote défend le revenu de base dans cette perspective-là, tu vois. Il y a un côté où, si on élargit tellement la focale, on arrive à quelque chose où toutes les sociétés trouvent des moyens de garantir les conditions d'existence de leurs membres. Et alors, par contre, il y a cette question de l'inconditionnalité qui est dans ton sens large. Mais en fait, j'ai du mal à voir exactement à quoi ça va te servir d'un point de vue vraiment du travail vraiment sémantique, mais même politiquement. Qu'est-ce que c'est le but? Le but, c'est de rassembler qui? Parce que tu finis en parlant des sociodémocrates un peu traditionnels, dont je pense que je suis un petit peu. Est-ce que vraiment les sociodémocrates qui, comme tu dis, acceptent le sens large mais refusent le sens étroit parce qu'ils veulent des politiques conditionnelles? C'est pas certain. Quand tu lis quelqu'un comme Robert Castel, qui est le parangon de la social-démocratie un peu cohérente, Castel va te dire que les droits sociaux à la grande époque de l'État social, à leur manière, sont inconditionnels. Il y a une phrase incroyable dans un de ses derniers bouquins où il dit que les droits sociaux sont garantis inconditionnellement à ceux qui remplissent les conditions pour l'obtenir. C'est une espèce de paradoxe incroyable, mais dans sa perspective à lui, il
il y a une inconditionnalité qui est là et il se retrouve complètement dans le sens large. Juste, il refuse le sens étroit parce qu'en fait, il voit pas l'intérêt de se résoudre à limiter les droits sociaux à un transfert de cash pour aller très vite. Hein. Mais donc, je me demande vraiment en quoi est-ce que la distinction entre ces deux sens va permettre de convaincre les réticents, d'autant plus si, et désolé, je pique un peu, mais d'autant plus si la manière dont toi tu vois une possibilité de tenir les deux sens ensemble, c'est de nous expliquer qu'en fait l'anarcho-capitalisme, on l'a mal compris et qu'en fait c'est le néolibéralisme qui va nous permettre de nous émanciper. Je caricature très vite, hein, mais j'ai du mal à... Qu'est-ce que c'est ta visée du coup avec ces deux définitions? Et puis je vais m'arrêter parce que je parle trop longtemps. Alors, merci beaucoup Marc-Antoine. Non, tu parles pas trop. En fait, j'aurais préféré pouvoir te répondre point par point parce que j'avais vraiment des choses point par point. Mais donc, je vais essayer Alors déjà, je vais essayer de te répondre point par point. Mais donc, si tu vois que j'en oublie, peut-être que... Mais disons, je peux commencer par les points un peu gros. Donc, je ne cherche pas à récupérer Hayek. En fait, l'enjeu, c'est plutôt toi qui te définis comme un social-démocrate. En fait, le truc, c'est de voir en face que Hayek était un social-démocrate. Et Hayek n'était pas. Non, mais tu peux pas dire des choses comme ça, Télémaque, c'est pas possible. Après, c'est une question de la définition de la notion. Tu peux lire Hayek en tant que social-démocrate et y trouver des ressources, pourquoi pas. Mais tu ne peux pas faire de Hayek. C'est juste historiquement pas possible. Alors, en fait, c'est très discutable. Même historiquement, justement, c'est très discutable. Et Hayek, justement, avait. Le fait est que Hayek, malgré le tournant à droite de tous ces mouvements libéraux, etc., n'a jamais voulu lâcher la défense de positions très social-démocrates, même quand elle était en contradiction avec son propre conservatisme. Mais l'enjeu qui est intéressant là-dessus, c'est que Hayek, du coup, ne défend pas une base inconditionnelle. Justement, Hayek, c'est vraiment un social-démocrate dans le schéma que j'ai présenté, parce que Hayek, son truc, c'était un revenu garanti, mais conditionnel. Tu vois et en fait, moi, c'est aussi ce truc-là par rapport à des gens. Moi, si tu veux, il y a un énorme enjeu de tout ça, cette notion de. Si je présente tout ce truc-là sur les libertariens et tout ça, encore une fois, je suis pas favorable à l'hypothèse anarcho-capitaliste. J'y crois pas. Moi, et surtout, en plus, le côté un peu spontaniste, je ne crois pas du tout au fait que si on vend de l'État et qu'on le transforme en cash, on arrive à mieux assurer un revenu au sens large. Mais simplement, je pense qu'il faut la voir. Et je pense qu'en fait, la ligne directrice dans tout ça, c'est la prise en compte des libertés individuelles. Et en fait, c'est aussi que tout ça, en fait, cette recherche sur le revenu inconditionnel, elle m'a amené à la redécouverte d'une histoire, d'une tradition socialiste libertaire, en fait. Et en fait, c'est pareil, il y a une incompréhension aussi qu'on peut avoir. Peut-être voilà, pour voir les choses comme est-ce que tu me reprochais de cette téléologie? Mais en fait, il me semble que cette téléologie, elle est plus là quand on essaie d'envisager ces choses-là à travers nos concepts, le concept obscurantiste de néolibéralisme, mais déconnecté. Voilà, on parle de néolibéralisme pour désigner des gens qui ne se désignaient pas comme néolibéralistes. Du coup, ça devient d'autant plus facile. On a toute l'énergie de la gauche intellectuelle qui se concentre sur la dénonciation d'un homme de paille, au lieu de regarder là où il y a vraiment au lieu de se concentrer sur là où il y a vraiment des luttes émancipatrices à faire. Et donc, moi, je pense que cette notion de téléologie que tu vois, moi, alors après, j'entends, mais moi, je ne vois pas du tout ça comme un truc théologique. Je dis simplement qu'avant qu'on ait cette définition-là, avant qu'on ait posé une définition, il n'y a rien qui unifiait ces propositions entre elles. Il n'y a rien qui permettait. Et en fait, sur moi, ma question principale, sur tu me demandais qu'est-ce que je cherche à faire avec cette notion de revenu de base au sens large. En fait, la question à laquelle je tentais de répondre, c'était pourquoi militent les gens qui militent pour un revenu de base inconditionnel? Et, en 2016, on a participé à préciser un sens étroit de la notion. Donc, qui, je pense, est extrêmement intéressant aussi, puisque voilà, il y a quand même ce pourquoi les gens, pour un revenu de base, les partisanes et les militants d'un revenu de base inconditionnel militent, c'est pour ce sens étroit assuré par la combinaison d'un sens. Le sens large assuré par la combinaison d'un sens étroit et d'autres mécanismes. C'est pour un dispositif concret, voilà, de distribuer du fric qui serait combiné à d'autres dispositifs. Tu as aussi dit à un moment cette notion de voilà, tout le monde quand on parle à une base aujourd'hui, tout le monde parle de distribuer justement du cash. Mais en fait, c'est tout l'enjeu. C'est l'enjeu de qu'est-ce que c'est aujourd'hui que
que la sécu, enfin, que la sécu, mais bon, pas la sécu, mais du coup que le régime général de la sécurité sociale. Moi, la position de Castel, que tu considères comme étrange, tu vois, alors j'ai plus la citation que tu as eue, mais il y a de cette inconditionnalité à partir du moment où on remplit les conditions. Pour moi, justement, elle n'est pas du tout étrange. Castel et qui a aimé beaucoup la proposition de Bernard Friot, ils sont très clairement dans cette position-là aussi. Enfin, le truc, c'est que moi, l'un des enjeux, c'est de faire reconnaître que dans la proposition du salaire à vie, il y a beaucoup de choses. Il y a tout un ensemble de propositions de transformation de la société, mais il y a, entre autres, l'objectif de garantir un revenu de base au sens large par la combinaison d'un revenu de base au sens étroit et d'autres dispositifs. Après, c'est une combinaison qui prend une forme très différente de ce qu'on a aujourd'hui, et qui part sur des on est très différents de ce qu'on a aujourd'hui, mais il y a il y a des similitudes là. Enfin, voilà, si tu veux, peut-être mais en fait, c'est pour ça que j'aurais préféré te répondre point par point. Mais bon, je peux aussi te dire que tout ça, c'est lié aussi à un engagement beaucoup plus concret. Si tu veux. Moi, il y avait une révolte contre le fait que, voilà, aujourd'hui, on a 250 000 personnes qui se font couper leur RSA en deux par ces mécanismes de sanctions, qu'on a une situation, un existant qui est insupportable. Voilà. On a un statu quo qui est complètement insupportable. Et sur moi, mon problème de départ, c'est que la raison pour laquelle aujourd'hui, on n'a pas un revenu de base au sens étroit, on n'a pas transformé RSA, prime d'activité et exonération d'impôt sur le revenu en un revenu de base au sens étroit, c'est pas que nos ennemis seraient forts. Les vrais réacs qui sont contre le sens large et contre le sens étroit, ils sont nulle part. Ils sont impuissants. Ils n'ont rien. Ils n'ont aucun des pouvoirs politiques. La seule chose qui fait qu'on n'a pas ces choses-là, c'est qu'entre personnes qui sommes d'accord sur le sens large et sur le rôle d'un sens étroit là-dedans, on n'arrive pas à voir plus clairement nos points d'accord et nos points de désaccord pour avancer sur les points sur lesquels, clairement, tous ensemble, malgré nos différences, on est beaucoup plus d'accord sur au moins les étapes vers lesquelles aller que par rapport à l'existant. Voilà. C'est ça mon truc de départ. Et justement, c'est pas de récupérer Hayek mon truc. Moi, mon enjeu, il est très, tu vois, il est très pratiquement là, quoi. Il y a moi, je pense qu'il y a aussi, tu vois, avec tout ça, il y a aussi un rapport aux politiques, tu vois, une distance par rapport aux partis, aux choses là où pour moi, la politique et les transformations, on ne peut pas les attendre de représentants politiques qui vont arriver avec des programmes, etc. Non, c'est les choses qui s'imposent de par la société civique organisée. Et donc, c'est des choses où il faut qu'on arrive entre à la fois intellectuels, engagés et mouvements sociaux à se mettre d'accord sur des programmes qu'ensuite on peut imposer au pouvoir politique. Et donc là, typiquement, on est ces propositions-là, les propositions d'un revenu de base au sens étroit et de l'objectif d'un revenu de base au sens large, c'est des choses sur lesquelles, dès qu'on les met, pour moi, peut-être que c'est un truc un peu trop simpliste, mais pour moi, là, à partir du moment où ces choses-là seront posées clairement, alors il n'y a pas aujourd'hui et il n'y a pas demain de force qui puisse nous empêcher d'accomplir ça et d'obtenir ça. Et c'est ça. Ça, non, je crois. Ouais, c'est un peu du coup. Mais... Clément, C'est moi, Clément. Ouais. Ouais. Alors, il y a beaucoup de choses, je ne sais pas trop. En plus, c'est sur des plans sur lesquels moi, je suis assez éloigné finalement aujourd'hui, dans ma pratique en tout cas des sciences sociales au quotidien. Mais j'aurais... une question très anecdotique, tu as commencé par dire que pour toi, le revenu de base n'est pas une politique quand tu t'es présenté. J'aimerais savoir ce que tu entends par là. Tellement là, dans ta réponse, encore une fois, tu réponds d'un point de vue très, très politico-concret. Le RSA, qu'est-ce que ça produit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire? Et pour moi, là où je rejoindrai un petit peu ce que disait Marc-Antoine et en revenant là-dessus, c'est que tu essayes de répondre finalement à des questions qui sont très concrètes et contextualisées. Ce qui est un peu pour moi, quand j'essaie de réanalyser finalement le bien, les premières définitions et l'émergence du débat, c'est
Alalouf et Zamora qui définissent le revenu de base comme une revendication de crise. Effectivement, ça revient dans des contextes de crise. Et si on n'analyse pas le contexte dans lequel ça émerge, on a beaucoup de mal à comprendre finalement ce qu'on veut, ce qu'on cherche et ce que tu essaies de faire apparemment dans ton travail intellectuel et militant, de lier des gens autour finalement d'une mesure pour essayer de, si je comprends toi la question du RSA, c'est contre la stigmatisation ou la pauvreté au sens large, qui est très compliqué à définir encore une fois sur le concept en tout cas de pauvreté. Je reviendrai, enfin je fais une petite parenthèse, est-ce que tu pourrais définir par la suite ce que tu entends par donc universel de moyens matériels de l'autonomie individuelle? L'autonomie individuelle, qu'est-ce que c'est, dans quel contexte, pourquoi, pour qui, quel rapport avec une autonomie collective, qu'est-ce qu'on veut dire par là et quel est le projet qu'on met derrière? Parce qu'encore une fois, il y a énormément de gloubi-boulga sur les termes, que ce soit liberté, autonomie, qu'est-ce qu'on fait et comment on les définit, quels sont nos horizons politiques communs et dans quelle tradition intellectuelle on se place. Sur la question du revenu de base, aussi sur les questions très, très bêtement terminologiques, je pense qu'il y a un travail qui est fait par certaines personnes sur cette question du flou de ce choix d'une terminologie unique, revenu de base, et du flou de finalement cette question que tu posais aussi au début, de on va essayer de rassembler le plus largement possible, mais sans se poser la question des fins, et des fins aussi qui sont intellectuelles. Enfin, moi, ce que je vois dans un livre de Van Parijs, par exemple, et quand je me réintéresse aux premières propositions, c'est le saut gigantesque entre la philosophie rawlsienne de la liberté et de l'égalité et la réponse très concrète à des questions de pauvreté, de stigmatisation et questions de politique publique concrète. C'est-à-dire qu'ils font un saut gigantesque sans se poser tout un tas de questions que les sciences sociales peuvent se poser, que ce soit en économie ou en sociologie ou des politiques, sur toutes ces questions de contexte. Et moi, là, j'ai vachement de mal à comprendre comment ils arrivent à faire ça sans étudier les conditions plus complexes, je dirais, par des outils de sciences sociales et comment on arrive à y répondre pour finalement peut-être dépasser ces contradictions, mais aussi finalement se mettre d'accord sur quelles sont les contradictions. Si nos fins ne sont pas les mêmes, quel intérêt on a à défendre un revenu de base sous un même vocable ou sous la même chose. Et il y a aussi une problématique dans les milieux militants aujourd'hui, c'est finalement s'arc-bouter sur une définition et un peu jouer les arbitres en disant les départements socialistes qui présentent, eux, c'est pas un revenu de base parce que ça rentre pas dans notre définition. Ce que vous présentez, c'est pas un revenu de base parce que ça rentre pas dans les critères de définition, etc. En termes de stratégie politique, en tout cas, et de compréhension de la politique, je pense que c'est important, encore une fois, sur les termes. C'est pas très clair, mais il y avait une dernière chose sur cette question-là. Oui, sur cette question aussi des sociodémocrates qui s'opposeraient au revenu de base pour différentes questions et finalement une question qui est d'avancer sur ces sujets de protection sociale etc. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une dimension qui est très importante, en tout cas dans des écrits, et je relisais un article de Richard Sobel hier, je crois, qui est mon directeur de thèse aussi, pour represser sur ces questions de stratégies, qui sont des stratégies politiques de lutte en termes de pouvoir parmi des intellectuels et des questions économiques entre des traditions différentes, le risque politique ressenti de la mise en place d'une politique publique dans l'état actuel. C'est-à-dire, si le revenu de base était mis en place demain par un pouvoir qui soit social-démocrate ou en tout cas, dans l'état actuel des forces politiques, il y a un risque plus important de démantèlement a posteriori d'une protection sociale parce que ça sera un argument pour les pouvoirs en place qui ont finalement la main sur un imaginaire politique et économique. C'est un peu cette question-là stratégique on va démanteler quelque chose qui aujourd'hui fonctionne, a fait ses preuves et qu'on a bâti finalement sur la question donc, de la socialisation du salaire, etc., la sécurité sociale, des modèles de protection, pour partir un peu d'une page blanche, parce que c'est un peu la proposition de Van Parijs des années 80, pour
penser un tout autre système finalement, qui est dit et présenté comme quelque chose qui serait complémentaire, mais qui dans les faits pourrait très très bien, et dans l'état des forces en présence, se substituer à quelque chose qui existe. Voilà là-dessus, sur le néolibéralisme, je ne vais pas y revenir maintenant. Je vais laisser peut-être si tu as des choses à dire, Ouais, c'était un peu décousu. Je peux peut-être, si tu veux, te répondre là, et puis tu peux, comme ça, la question, tu avais une question sur le néolibéralisme, c'est ça, mais moi, je veux bien que tu reprennes aussi. Moi, je peux simplement, alors, mais bon, après, ça va être, effectivement, pour moi, il y a un enjeu concret et qui peut ou presque pas penser ou théoriser de façon aussi intellectualisée, quoi. C'est l'enjeu de l'éradication, mais vraiment de l'éradication, quoi, de la pauvreté matérielle et de la mise en place des institutions positives pour ce faire. Et ça, penser vraiment comme aussi comme, enfin moi très clairement comme un élément stratégique et comme un truc absolument central, fait comme un truc, effectivement, je pense que tu vois le truc sur la question de c'est une proposition de crise et d'urgence. Et ben, je peux dire oui, et même dès la première proposition qu'on a identifiée de Thomas Paine en 1797. Ça a toujours été une proposition et ça a toujours été une urgence et ça reste une urgence en fait. Dès lors qu'on a des sociétés effectivement marchandes, avec des formes d'arrangement marchand en son centre, et ben, la garantie inconditionnelle, tu vois, cette notion du sens large et effectivement d'un sens étroit qui puisse y contribuer, a toujours été une d'urgence et après voilà, qui a un prix. Le fait que ce truc-là n'existe pas, qu'il n'y ait pas une forme de garantie inconditionnelle, fait que notre organisation sociale exerce des formes d'oppression épouvantables. Et d'ailleurs, des formes d'oppression qui, je veux dire, moi j'ai au-delà là-dessus, qui correspondent en fait à la première définition qu'on a de la notion de capitalisme. Qui est celle de Louis Blanc en 1850, qui est le capitalisme, c'est il ne faut pas confondre capital et capitalisme. Capitalisme étant, il ne faut pas confondre l'utilité du capital avec la notion de capitalisme. Le capitalisme étant l'accumulation du capital par certains à l'exclusion des autres et le rapport de domination qui en découle. Et donc, de fait, moi, je pense que voilà, il y a cette question d'être clair sur l'objectif. Quand tu disais, voilà, on n'est pas clair sur les. Non, moi, justement, cette notion de revenu de base au sens large, l'idée, c'est justement de poser clairement un objectif. C'est ça, et d'être clair sur l'objectif. Voilà, cet objectif de la garantie inconditionnelle et universelle des moyens matériels de l'autonomie individuelle. Après, tu me dis, effectivement, cette question sur l'autonomie individuelle, c'est pas clair, mais enfin bon, là, on est sur. Je pense que, alors, effectivement, dans une certaine mesure, c'est effectivement une question, la question de l'autonomie et du rapport de l'autonomie individuelle à l'autonomie collective est centrale. Et d'ailleurs, c'est une question qui serait au centre d'un second séminaire qu'on lancerait l'an prochain, qui pour moi revient à une formule de Guattari dans Les Trois écologies, que malheureusement je n'ai pas sous la main, mais qui est quelque chose comme la question, c'est au-delà de la question d'un revenu garanti comme un droit et non comme un contrat d'insertion, de penser les moyens je sais plus la formule, les moyens individuels et collectifs d'une écologie de la resingularisation. Ça, c'est très embêtant de ne pas avoir la formule exacte sous les mains. Mais donc, effectivement, pour moi, cet objectif-là, plus large, il est aussi là, mais je pense que l'enjeu central, c'est que tu vois, cette peur que moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée que ce truc-là, que la notion de revenu de base, même au sens étroit, pourrait remplacer l'existant. Mais j'y crois pas une seule seconde, quoi. Mais vraiment, alors peut-être que je suis naïf, mais je vois pas du tout où ça pourrait se passer. Je vois pas qui se laisserait faire comme ça. Moi, pour moi, vraiment, dans cette notion-là, cette notion que le revenu de base remplacerait l'existant, il y a vraiment pour moi, pour penser ça, il faut forcément avoir une vision de l'histoire sans agent. Tu vois, une vision passive, une vision où, je sais pas, ou un truc où genre, comme si tout ce qui a été construit, toute la protection sociale qui a été construite, était arrivé un peu de nulle part ou avait été concédé par et qui là, ils nous ont concédé ça, et du coup, quand ils vont nous filer un revenu de base, voilà, tout ça va s'évaporer.
Mais c'est pas du tout comme ça que ça marche en fait. Le revenu de base, ou même au sens C3, il sera obtenu que par des formes de lutte. Même là où tu vois, on a tout ce qu'il faut vraiment. On aurait les forces politiques pour le faire, mais comme on n'arrive pas à s'accorder sur le fait de lutter pour l'obtenir, bah on l'obtient pas. Mais ça n'est que de notre faute, quoi. C'est un peu là, il y a un moment où vraiment, c'est pas, mais c'est évidemment il y a des voilà, on a des obstacles devant nous. Mais je pense que c'est quand même vraiment l'enjeu. J'ai cette peur de venir garantir inconditionnellement les moyens d'existence. C'est des trucs, je la comprends pas. Elle me pose problème, si tu veux. Voilà, et surtout, voilà, et pour moi, elle me semble être nourrie justement de formes, voilà, d'obscurantisme terminologique et tu vois, de conception. C'est pour ça quoi, je me sentais obligé de rentrer dans des histoires tu vois, de trucs intellectuels, parce qu'en fait, derrière ça, souvent, voilà, il y a ce truc-là. Le monstre, l'homme de paille, c'est le néolibéralisme qui en fait, va nous filer 500 balles pour ensuite détruire le reste. Tu vois, ce monstre qui est devenu le nom de tout ce qui va mal et tout ce qui machin, et ce qui fait qu'au final, voilà, on passe notre temps, et du coup, dans la gauche intellectuelle, on passe notre temps à dire attention au monstre du néolibéralisme, voilà, en disant voilà, les néolibéraux, on ne sait même pas de qui on parle, parce que de toute façon, les personnes en face nous qualifient de néolibéraux, et pendant ce temps-là, tout ce discours-là, ça sert à quoi? Ça sert à faire que quand on a en face de nous une mesure concrète qui permettrait d'améliorer concrètement la vie des gens, bah, on dit oula, non, on va pas défendre ça, attention, c'est dangereux, ça pourrait tout détruire derrière. Mais je veux dire, là, c'est un truc, et puis prenons les choses très concrètement. Marc de Basquiat arrive à mettre en place sa mesure concrète, mais il n'y a pas que, tu vois, arrive à mettre en place les 2-3 réformes qu'il porte. Même pas deux, trois, voilà, les deux au nom de l'air, donc son socle citoyen, et le fait de transformer les APL le fait de transformer les APL en une politique de housing first. Au lieu comme aujourd'hui, on file du pognon aux locataires pour qu'ils le filent ensuite aux propriétaires, et on sait très bien que ce truc-là, ça a juste augmenté la rente des propriétaires. À la place, on loge tout le monde en échange de 25% de leurs revenus. Tu vois, ça, c'est des politiques concrètement, clairement pour moi, qui sont, je veux dire, qui sont indispensables à plus de progrès social, qui ne sont pas un truc qui va être. Je ne vois pas comment, en ayant obtenu ça, même si c'est mis en place voilà, par des centristes ou par la droite, je ne vois pas comment, en ayant obtenu ça, ça nous freinerait dans le fait d'obtenir d'autres choses. Au contraire. Moi, je vois plutôt comment ces choses-là, ça va permettre justement d'alimenter la lutte et de libérer un tas de personnes, de mettre des personnes qui sont aujourd'hui en situation de précarité et dont la vie se fait écraser par la domination du capital, de dégager un peu plus de temps et d'espace d'énergie et de protection pour pouvoir lutter, pour former et pour améliorer les autres formes, enfin, le reste de notre protection sociale. Je vois vraiment je suis très très gêné par ce mythe, voilà, qui pour moi a au fond cette espèce, voilà, ce truc du lumpen prolétariat. Enfin, c'est parce que vraiment, en fait, pour moi, ça, la question, elle est vraiment là. Quand il y a un truc, quand on refuse de dire, c'est parce que c'est une chose de dire la proposition de Marc. Voilà, elle est intéressante, mais clairement, elle ne va pas assez loin. Et puis, clairement, de toute façon, on ne veut pas que ça, on veut plein d'autres choses et d'être clair sur les autres choses qu'on veut. Mais je ne vois pas comment voilà, le fait de rejeter cette amélioration concrète là qu'on peut obtenir nous aide, nous sauve de quoi que ce soit. Je vois au contraire comment, pour moi, voilà, et peut-être plus profondément, il y a ça. L'opposition qui est faite entre lutte contre la pauvreté et lutte contre les inégalités, pour moi, ça, c'est un geste rhétorique qui a été mis en avant par la droite. Et notre problème aujourd'hui, à gauche, c'est de l'avoir accepté. C'est d'avoir accepté ce mythe qui est extrêmement problématique. Voilà. Et donc, du coup, vraiment d'être mis, voilà, de refuser de participer à la lutte contre la pauvreté, parce que ce ne serait pas lutter contre les inégalités. Mais c'est faux. Et pour moi, c'est le fait d'avoir accepté ce truc-là qui fait qu'on n'arrive pas à faire des vraies avancées majeures sur la lutte contre les inégalités. Parce que pour moi, voilà, il y a ce truc-là, pour pouvoir vraiment avancer sur la lutte contre les inégalités, il va falloir qu'on soit en position de le faire. Et pour être en position de le faire, il faut commencer par éradiquer la pauvreté matérielle.
Je sais pas si ça te... Télémac, je ne peux pas te couper, pardon. L'heure tourne et il y a Bernard Friot qui souhaiterait poser une question. Et Avec puis plaisir. peut-être aussi Ivan qui voudrait rebondir sur sa remarque, je ne sais pas, mais d'abord, je donne la parole à Bernard Friot. Oui, parce que il y a d'autres raisons que celles que tu avances de refuser de lutter contre la pauvreté. Je suis de ceux qui refusent absolument de lutter contre la pauvreté. Et si tu veux, et ça rejoint la question que tu as posée, Clément, sur qu'est-ce que c'est que l'autonomie individuelle, hein. Finalement, on ne gagne pas grand-chose par rapport à suffisant. Un revenu suffisant, pareil, qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Actuellement, il y a une vidéaste qui est en train de faire un documentaire extrêmement intéressant auprès de titulaires du RSA d'une ville qui a été complètement désindustrialisée, une ville minière et le titre du film, c'est « L'argent ne fait pas le bonheur des pauvres ». Parce que il y a un assez curieux absent de toute la liste des critères du revenu de base que tu as donné, qui est l'origine du financement. C'est-à-dire qu'implicitement, c'est l'impôt. Donc, je suppose, parce qu'il n'y a rien n'est dit là-dessus. Il faut que ce soit de la monnaie. Je signale d'ailleurs, ça c'est une parenthèse, mais c'est très important. Quand tu identifies éducation et santé du côté de la nature, des prestations en nature, attention, c'est de la monnaie en nature, s'agissant de la santé. C'est très différent de l'éducation, hein. La santé, elle est assumée par du salaire, hein, sauf la partie CSG, qui naît en même temps que le RMI, comme par hasard, hein. C'est-à-dire lorsque une offensive extrêmement forte contre le statut de travailleur est en cause. Attention, hein, aujourd'hui, on est en train de nous refaire le coup de 77. Hein, on larmoie sur les jeunes pour leur casser la gueule. Les larmoiements sur les jeunes qu'il y a aujourd'hui avec le confinement, c'est pour préparer le revenu de base pour les jeunes, qui est la touche finale avec le RSA universel, hein, le RSA inconditionnel, qui est la touche finale, surtout si c'est du Basquiat, où là on aura vraiment du RSA, hein, puisque c'est ça le problème du socle. Bon, qui est la touche finale de 77. 77, c'est on larmoie sur le chômage des jeunes pour dire mieux vaut un petit boulot que rien du tout. Donc, les mesures jeunes qui se sont succédées depuis 77 sur la même victimisation, hein, dès qu'il y a victimisation, c'est qu'on va casser la gueule à ceux qu'on victimise. Et c'est pour ça que je refuse la lutte contre la pauvreté. Et donc, nous sommes en train de refaire le coup de 77. En 77, grand larmoiement sur les pauvres jeunes qui ont bien du mal pour trouver un emploi, et du coup, on va supprimer leur droit au salaire. Et la touche finale, c'est de les supprimer totalement en leur foutant un revenu de base. Quand tu dis que le revenu de base ne se substitue à rien, mais bien sûr que si, le revenu de base se substitue au salaire. C'est quelque chose qui est… Quand le RMI arrive au lendemain de 84. 84, c'est la restriction considérable, c'est la convention collective, la première convention collective la première convention UNEDIC, hein, qui réduit considérablement le droit au salaire des chômeurs. Et Rocard s'appuie là-dessus en 89 pour dire attention, ce n'est pas des chômeurs, c'est des pauvres. Et on ne va pas leur verser du salaire, on va leur verser un revenu minimum d'insertion. C'est une attaque contre le salaire. Le salaire a été progressivement construit comme un attribut de la personne qui n'est plus lié à l'emploi. Or, précisément,
c'est ce salaire comme attribut de la personne qui est complètement attaqué par les deux bouts, par le bout du revenu de base qui se substitue au salaire pour toute une série de populations, et puis le revenu contributif, enfin toutes les formes extrêmement contributives de rémunération, les CDD de mission, enfin tout le retour à la rémunération à la tâche. Et qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui des jeunes? C'est des gens qui ont de la rémunération à la tâche, hein. Ils ne sont pratiquement plus payés au salaire à la qualification de la convention collective, c'est fini, hein. Des contrats de mission, des CDD liés à une tâche précise, quand ils ont un contrat, hein, quand ils ne sont pas ubérisés, évidemment, hein. Et puis, pour rendre possible tout cela, le filet de sécurité d'un revenu de base. Moi, je pense quand même qu'il faut être politiquement irresponsable pour tenir les propos que tu tiens. Excuse-moi, mais voilà où j'en suis. Bon, bah alors merci Bernard, parce que pour moi, l'irresponsabilité politique, c'est bien l'enjeu de ton intervention. Moi, c'est vraiment. Alors écoute, moi, je suis en CDI, hein. Là, je suis payé à la convention collective de l'hôtellerie, hein. Et je suis désolé, mais moi, je pense que tu sous-estimes beaucoup, quand tu parles du déjà là, tu sous-estimes beaucoup l'écart entre le salaire à la qualification que tu décris, dans lequel justement tu parles d'un revenu vraiment inconditionnel. Voilà, où ton modèle, c'est les retraités de la fonction publique. Mais l'essentiel des fonctionnaires ne sont pas justement avec la liberté des retraités. L'essentiel des fonctionnaires, ils sont dans un système extrêmement hiérarchique où ils ne font pas du tout ce qu'ils veulent, où ils sont soumis à un tas de contraintes. Et donc, moi, je suis par ailleurs, je suis par ailleurs pour la construction d'une assurance chômage universelle. Je le suis complètement, tu sais bien, j'ai milité à la CIP, voilà, je suis complètement sur cette ligne, que tout le monde soit aussi couvert par le chômage. On n'arrivera jamais à obtenir ça tant qu'on n'aura pas un revenu de base. Cette notion que le revenu de base serait, voilà, mais je veux dire, si on ne se bat pas pour, on ne l'aura pas. Donc, je suis désolé, mais moi, c'est vraiment un truc, et ce truc de refuser de lutter, la question, c'est, il ne faut pas confondre justement le fait de mettre des politiques de lutte contre la pauvreté, qui enferment les pauvres dans cette situation de pauvres, les droits des pauvres qui sont des pauvres droits, donc le RSA, donc l'exonération d'impôts sur les premières tranches de revenus, donc la prime d'activité. Et justement, tout l'enjeu d'une politique de revenus inconditionnel, et justement, même là, la proposition, très concrètement, la proposition dont parle Marc de Basquiat là, c'est justement de transformer ces pauvres droits des pauvres en des droits de tous qui sont, voilà, les mêmes pour tous. Et c'est là où on voit, mais moi je suis désolé, mais tu peux prendre tous les trucs. C'est là, pour moi, il y a un énorme enjeu aussi à confondre, à penser que l'ennemi, ce serait, même de façon caricaturale, je pense que pour moi, c'est l'irresponsabilité, elle est dans le fait de penser que l'ennemi, ce serait le libéralisme et pas le capitalisme. Oui, c'est ça le vrai enjeu. Et pour moi, il y a un vrai enjeu à voir que la priorité et pour l'ennemi principal, c'est le capitalisme, et que dans notre lutte contre le capitalisme, les libéraux honnêtes contribuent à cette lutte et ont quelque chose à contribuer à cette lutte. Voilà. Et il est là pour moi le vrai le nœud de l'affaire. Excuse-moi de t'interrompre, la lutte contre le capitalisme, je suis bien d'accord avec toi. Alors là, moi, je ne me bats pas contre le néolibéralisme. Tout ça, pour moi, c'est des notions qui ne nous font pas avancer du tout, et même qui nous font beaucoup reculer dans la compréhension du capitalisme. Mais la lutte contre le capitalisme, elle se joue sur le terrain du travail. Le lieu central qui permet à la bourgeoisie capitaliste de tenir en otage la société, c'est que c'est elle qui définit la valeur économique et qui organise la partie de nos activités qui est considérée comme du travail. Alors, attends, c'est sur cette question-là. Pardon ? Effectivement, je suis complètement d'accord avec toi, on se base sur la qualification, mais quand tu dis que la santé, c'est du salaire, par exemple, ça, c'est toi qui fais une opération de qualification. Moi, là, le revenu de base… c'est pas du salaire, c'est pas les employeurs qui payent, c'est tout à fait différent. Quand c'est les contribuables et les employeurs, c'est pas les mêmes acteurs du tout. Quand c'est sur la valeur ajoutée, quand c'est sur le salaire, ça n'a rien à voir. Enfin, penser qu'il n'y a pas de distinction selon l'origine du financement dans une prestation, je ne sais pas, j'arrive même pas à le comprendre.
Bah, écoute, du point de vue si tu es de la lutte et des acteurs, mais c'est ça ce truc où tu n'arrives pas à le comprendre. Je pense que la priorité, elle est dans le fait d'arriver à garantir les moyens de lutter. Et c'est là où moi, en plus, je trouve ça quand même un peu Garantir exagéré. les moyens de lutter, Oui. c'est conquérir des droits sur la définition du travail. C'est ça le point central. Et oui, Et il y a deux batailles qui sont à mener ensemble. D'une part, c'est que comme travailleurs, nous ne soyons plus suspendus aux aléas de la performance sur le marché du travail ou sur le marché des biens et services, et donc que le salaire soit absolument inconditionnel. Mais le salaire, pas un truc à 500 balles, pas un truc à 1000 balles. mais attends, mais nous Bernard, sommes à 1700 balles au moins, c'est-à-dire le SPIC revendiqué. D'accord ? Ok, Bernard, refuser les 500 balles qu'on peut avoir maintenant au nom des 1700 balles qu'on aurait peut-être si demain on avait tous les pouvoirs. Je suis désolé, mais ça, c'est irresponsable. Tant qu'on n'aura pas les 500 balles, les on n'arrivera 500 pas à balles qu'on mettre a en place maintenant, mais c'est scandaleux. Comment est-ce que tu peux proposer comme sortie de la lutte contre la 25 pauvreté milliards de 500 balles? redistribution. C'est se foutre de la gueule du monde, enfin. Mais attends, Laisse ça mais Bernard, à Basquiat avec et à mais arrête Koenig. mais attends, mais c'est toi qui te fous de la gueule du monde. 500 balles, tu penses que c'est rien, mais je suis désolé, mais c'est délirant. Il y a 250 000 personnes en France qui vivent avec 500 balles. Avant 77, il n'y avait Oui. pas de jeunes sur le marché du travail. Mais ça change rien. Et Avant à ton 77, âge, il y avait tout quand le même, monde avait des un quart salaires monde. normaux. C'est ça la question, que nous avons laissé construire entre 18 et 35 ans une phase dite d'insertion qui est un véritable scandale et que l'on va accentuer avec le RSA pour les jeunes. Bernard, avant 77, il y avait quand même un quart monde, il y avait quand même des gens qui étaient laissés pour compte de la protection sociale, d'accord ? Et cette notion, moi, le RSA pour les jeunes, il va pas accentuer leur précarité, il va réduire leur précarité. Et toutes les autres, il va l'accentuer. Il va leur donner le pouvoir. 500 balles, on va pas en plus te donner du salaire. Bah, si tu luttes pour, mais bien sûr que si. Mais Bernard, on va rien nous donner. On va rien nous donner, d'accord ? Si on lutte pas pour l'avoir, on l'aura pas. Si tu continues, toi, qui risque, mais vraiment, moi je te dis les choses franchement, toi qui risques de bientôt mourir, si le message que tu laisses derrière à tous les gens qui lisent et étudient ton travail, c'est continuer de vous poignarder dans le dos et ne poursuivez pas un objectif commun, continuez plutôt que de lutter contre le capitalisme. L'objectif commun ne peut pas être 500 balles pour tous. Ça ne peut pas être ça. Laisse ça à tes adversaires. Tu ne peux pas être le soutien en étant de gauche d'un truc pareil. Bernard, je suis désolé, mais ces 500 balles-là, c'est quoi l'alternative ? Franchement, parlons sérieusement. La seule proposition concrète que je vois en face du réseau salariat, c'est 100 balles de tickets de rationnement pour acheter de l'alimentation, d'accord ? Et pour ça, il faudrait qu'on arrive à obtenir tous les ministères avec un parti, même pas un parti communiste, parce que aujourd'hui, je veux dire, c'est un truc. Voilà, là, on a une politique concrète qu'on peut arracher. Et on l'arrache, et forcément, c'est comme même le droit à l'avortement, pour le faire passer, il a fallu, et même la Sécu, il a fallu d'arracher un truc que la grande bourgeoisie préconise, évidemment. Mais arrête de dire, toute la grande bourgeoisie ne préconise pas ça. Peut-être qu'on pourra prolonger le débat plus tard, parce que leur tour, il est 20h30 passé. Et je ne veux pas vous interrompre, hein, mais on a dépassé le temps qui était imparti. Et donc, peut-être qu'on peut clôturer au moins officiellement la séance. Je ne veux pas mettre fin au débat, qui peuvent continuer, mais alors peut-être qu'on peut au moins clôturer la séance. Et avant ça, juste être sûr que toutes les personnes qui potentiellement voulaient poser une question ou dire quelque chose ont pu le faire. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui souhaiterait faire une remarque dans les... ou pas? Non. Mais je voulais pas vous interrompre, surtout en fait, je pense que je suis pas le seul à avoir envie de rebondir sur plein de choses, mais là, je pense qu'on est lancé pour longtemps si on continue. Mais donc peut-être qu'on peut mettre fin à la séance au moins pour maintenant et puis prolonger la discussion si ça va à tout le monde.